Chez la plupart des auteurs, on trouve que ce sont les Égyptiens qui ont, les premiers, inventé la géométrie à partir de la mesure des terrains. Il n'est pas surprenant que cette science et les autres soient nés d'un besoin pratique, puisque tout ce qui est créé progresse de l'imperfection vers la perfection. Il y a ainsi une progression logique de la sensation au raisonnement, du raisonnement à l'esprit. À lire cette citation du philosophe Proclus, beaucoup parmi vous auront peut-être reconnu le rapport qu'ils ont aux mathématiques. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un outil parmi d'autres que nous utilisons dans notre quotidien, pour mesurer des trucs, faire nos comptes, remplir nos obligations, organiser notre vie familiale. Pour certains, il s'agit d'un instrument beaucoup plus puissant, dont l'utilité s'illustre dans de grandes réalisations. Et pour un très petit nombre, les mathématiques ont un intérêt pour elles-mêmes, et ils les pratiquent dans le simple espoir de découvrir l'une des infinies propriétés encore inconnues à ce jour. On appelle ces derniers des mathématiciens. A plus B par A moins B. Mais qu'on soit ingénieur en génie civil ou simple client dans une boulangerie, il me semble que personne aujourd'hui ne mettrait en question l'utilité des mathématiques, et qu'on n'aurait même aucun mal à imaginer quelle utilité elles ont pu avoir pour des sociétés passées, quand bien même nos connaissances personnelles sur ces civilisations seraient nulles. Tenez, puisque Proclus en parle, prenons les Égyptiens. C'étaient bien sûr de grands bâtisseurs, mais aussi des cultivateurs experts, des artisans de génie, une grande puissance militaire. En fait, on sait tellement de choses sur les Égyptiens et c'est tellement facile pour le grand public d'avoir accès à toutes ces connaissances que je trouve ça très intéressant que certains ne s'y penchent qu'à cause d'histoires pas possibles de demi-périmètres et de pyramidions qui dégoulinent de partout du nombre d'or. En tout cas, ça dit quelque chose de ce que nous imaginons que les Égyptiens pouvaient faire avec leurs maths. Historiquement, les premières traces connues d'utilisation systématique des mathématiques sont liées à la comptabilité des premières cités-États de Mésopotamie. On retrouve ainsi, à partir de 3500 avant Jésus-Christ, des jetons comptables que les archéologues ont appelés des calculi, et qui présentaient sans doute des quantités de marchandises impliquées dans une transaction. La mesure des parcelles et le calcul de leur aire, afin de déterminer leur valeur marchande ou fiscale, était une autre application essentielle en Mésopotamie comme en Égypte. Mais qu'en est-il des mathématiques pures, non appliquées? Bref, du travail du mathématicien. À partir d'environ 1900 avant Jésus-Christ, apparaissent en Mésopotamie, en particulier à Babylone, des tablettes sur lesquelles sont inscrits des problèmes qui servent à la formation des scribes. Le même type de problème existait sur papyrus en Égypte à peu près à la même époque. Ces documents nous montrent l'étendue du savoir mathématique des scribes mésopotamiens et égyptiens, qui étaient par exemple capables de calculer la racine carrée d'un nombre entier, de résoudre des équations jusqu'au 3e degré et de décomposer des formes complexes pour estimer leur aire à partir de polygones plus élémentaires. Ils montrent aussi certainement un certain goût ludique de ces scribes pour les problèmes mathématiques. Mais et les Grecs dans tout ça? Parce que, pour l'instant, on n'en a pas vraiment parlé des Grecs. Et c'est normal, parce qu'ils sont sacrément à la ramasse. Dater les débuts des mathématiques grecques, c'est en fait assez compliqué. Si l'on est très optimiste, on peut les faire remonter au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et même là, on est déjà 1300 ans après les premiers problèmes mésopotamiens. C'est en effet au 6e siècle que les sources placent les premiers mathématiciens grecs, notamment Pythagore, maître à penser des pythagoriciens, un courant philosophique très influent à l'époque. Mais Pythagore est évidemment surtout connu pour le célèbre théorème qui porte son nom. Sauf que... It's called fake news. You are fake news. The fake news. Fake news. Corrupt news. The fake news. It's fake. Pythagore n'est sans doute pas à l'origine de son propre théorème. Et en fait, on n'est même pas sûr qu'il ait été fait par des pythagoriciens, tout simplement parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre, les premiers pythagoriciens ne s'intéressaient pas vraiment aux mathématiques. En effet, les pythagoriciens du 6e et du 5e siècle n'étaient pas des mathématiciens. C'étaient avant tout des philosophes, dont la doctrine était fondée sur l'idée d'une harmonie universelle qui s'exprimait, entre autres, dans des régularités mathématiques. Ils ne cherchaient pas à découvrir de nouvelles propriétés d'objets mathématiques, mais à trouver, dans des objets mathématiques, des illustrations de l'harmonie du monde. Par exemple, Eurytos faisait des calculs pour déterminer le nombre correspondant à chaque chose, le nombre du cheval, de la pierre, de l'homme. On est donc bien plus proche d'une numérologie ésotérique que de véritables recherches en mathématiques.
Tout bien réfléchi, avant de se demander quand naissent les mathématiques grecques, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on veut dire par là. Parce que si on avance un peu dans le temps, au 4e ou au 3e siècle, là c'est complètement un autre délire. On a bien à cette époque des traités mathématiques grecs qui prennent une forme très différente de ce qui se fait en Mésopotamie ou en Égypte. Une forme qui se caractérise par des énoncés universels et non plus appliqués à des problèmes particuliers, et un souci de démontrer systématiquement les énoncés. Et c'est la démonstration surtout qui est la grande contribution des Grecs aux mathématiques. Parce que les maths, pour les Égyptiens ou les Mésopotamiens, c'était plus un ensemble de recettes et de bons tuyaux qu'on se transmettait entre scribes et qu'on améliorait de génération en génération. Par exemple, le papyrus Rind, daté d'environ 1650 avant Jésus-Christ, donne, entre autres, la recette pour calculer l'aire d'un disque. Il suffit de calculer l'aire d'un carré dont le côté mesure 8/9 du diamètre du cercle. Une méthode très simple et très utile pour des usages pratiques, mais qu'on ne prend absolument pas la peine de démontrer, et qui d'ailleurs donne un résultat approximatif. Les Grecs ne sont donc pas les premiers à avoir utilisé les mathématiques, mais ce sont bien les premiers mathématiciens au sens moderne, puisque ce sont les premiers à systématiquement démontrer leurs énoncés. Et puisque la démonstration fait le mathématicien, et qu'elle semble être spécifique aux mathématiques grecques, il suffirait, pour dater leur naissance, de dater la plus ancienne démonstration mathématique enregistrée dans nos sources. Avec cette définition, les mathématiques grecques seraient donc nées dans les années 440 avant Jésus-Christ, époque à laquelle Hippocrate de Chios écrit le premier vrai traité mathématique. Sur la quadrature des lunules. Voilà. Donc, à partir de 440, les Grecs se sont mis à écrire des traités mathématiques qui, a priori, ne servaient à rien. Parce qu'autant calculer une pente à partir d'une hauteur et d'une base donnée, on voit très bien à quoi ça peut servir, autant savoir que la somme des aires des deux machins là est égale à l'aire du triangle ABC, ben... Patron! Otis. On bat les couilles, frère. D'où la question, Pourquoi les Grecs se sont-ils mis à non seulement écrire des choses inutiles, mais en plus à se donner la peine de les démontrer? Pour répondre, le mieux c'est encore de prendre le problème par un autre côté. Les mathématiques grecques, concrètement, ça ressemble à quoi? tout à l'heure, j'ai employé le terme de traité, qui désigne un livre exclusivement consacré à des démonstrations mathématiques. Dans le monde grec, les traités mathématiques sont écrits dans un style très particulier, qui adopte progressivement un certain nombre de caractéristiques. Les objets sont désignés par des lettres, le point alpha, le segment alpha-bêta, le triangle alpha-bêta-gamma, etc. Le texte est accompagné de diagrammes qui permettent à celui qui lit ou entend la démonstration de mieux la comprendre. Les traités mathématiques sont donc des œuvres qui partagent des caractéristiques formelles communes et des sujets similaires. En clair, un genre littéraire. Et si un genre littéraire perdure, cela signifie qu'il y a un public demandeur de ce type de littérature. Or, qui peut bien s'intéresser à des histoires de triangles et de segments là, alors qu'on peut se mater les aventures de grosses brutasses comme Achille ou Héraclès? Eh en fait, pas grand monde. L'historien Ray Vielnet, sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour préparer cette vidéo, a essayé d'estimer à quelle fréquence on parle de mathématiciens dans l'ensemble des textes grecs. En cherchant la racine géomètre, qui désigne en grec les mathématiques en général, il s'est rendu compte que la très grande majorité des références aux mathématiques se trouvent dans l'œuvre de Platon, de ses élèves, notamment Aristote, et de leurs commentateurs. Ce qui signifie qu'en dehors des cercles intellectuels qui s'intéressaient à Platon, personne en Grèce n'en avait rien à carrer des mathématiques. Ces cercles intellectuels devaient donc constituer le gros du public des traités mathématiques. Et il suffit de jeter un coup d'œil à n'importe quel dialogue de Platon pour comprendre qu'on est là dans le monde des élites, tant intellectuelles qu'économiques ou politiques. Les mathématiciens appartiennent d'ailleurs eux-mêmes à ces élites, comme Archytas qui dirigeait la cité de Tarente. Et quoi de plus normal pour des élites que de s'adresser avant tout à d'autres membres de l'élite? Sauf qu'avec Platon, on n'est pas dans n'importe quelle élite. On est dans une petite partie de l'élite qui refuse d'accepter le plus grand changement politique de l'époque classique,
la diffusion et le développement de régimes démocratiques à partir du modèle athénien. Parce que Platon et Socrate, la démocratie, c'est pas vraiment leur tasse de ciguë, principalement parce que ça permet à toute une bande de pauvres de donner leur avis dans la cité sur comment qu'on gère le bousin, alors qu'ils sont même pas capables de faire la distinction entre une cause matérielle et une cause formelle, ce qui est quand même vachement la base quand on va décider de qui va payer pour reconstruire les 2 centrières que les Syracusains viennent de nous cramer à cause d'Alcibiade, élève de Socrate. Ces élites sont donc globalement partisanes d'une forme d'aristocratie où ce sont les meilleurs qui gouvernent, par opposition à la démocratie où c'est l'ensemble des citoyens qui exercent le pouvoir. Cette opposition politique se double sur le plan disciplinaire d'une autre opposition entre d'un côté la philosophie, à la Platon, et de l'autre la discipline qui règne en maître sur l'Athènes classique, la rhétorique. L'un des principaux traits distinctifs de la culture grecque, c'est l'importance qui tient le débat public et le prestige qu'on peut en tirer. Bien parler en public, être convaincant face à un auditoire, est extrêmement valorisé et on peut en tirer une grande reconnaissance. C'est encore plus le cas dans une cité démocratique comme Athènes, où pouvoir convaincre un grand nombre de personnes permet non seulement d'augmenter son prestige, mais aussi d'accroître son pouvoir politique, en ayant une influence sur les décisions prises à l'Assemblée. La rhétorique, c'est justement l'art de parler en public, de concevoir et de déclamer un discours pour en tirer un maximum, et amener l'auditoire à adopter les idées qu'on défend. Il est donc aisé de comprendre pourquoi la rhétorique est la première chose que l'on faisait apprendre à ses enfants dès qu'on en avait les moyens. Des professeurs de rhétorique, aux noms plus ou moins prestigieux et aux tarifs plus ou moins élevés, ont ainsi pu faire de leur art leur gagne-pain en donnant des cours à des jeunes issus des classes aisées. Ce sont ces professeurs, souvent de rhétorique, parfois d'autre chose, que Socrate et Platon appellent des sophistes, et qu'ils accusent de pervertir la jeunesse en lui enseignant comment cacher des mensonges sous de beaux discours, comment donner à un raisonnement bancal et fallacieux l'apparence d'une démonstration incontestable. Sauf que les sophistes ne se voyaient pas eux-mêmes comme de dangereux dispensateurs de langue de bois, ou du moins pas tous. Par exemple, Isocrate, l'un des plus grands orateurs athéniens, lui-même professeur de rhétorique, se défend de ses critiques en niant la possibilité pour les hommes d'atteindre une vérité absolue. On est donc toujours obligé, à un moment ou à un autre, de faire confiance à quelqu'un alors qu'on n'est pas certain qu'il ait raison. Le mieux est donc de former les gens à l'intelligence et à la vertu, afin qu'ils se trompent le moins souvent possible et prennent plus souvent de bonnes décisions. Or, celui qui veut convaincre doit apparaître aux autres comme quelqu'un de confiance. La sagesse et les bonnes valeurs doivent donc se retrouver tant dans ses discours que dans son comportement, sous peine, dans le cas contraire, de ne convaincre personne. Camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, quelle indignité. Pour Isocrate, il est donc clair que la rhétorique n'est pas incompatible avec la recherche de la vérité, et qu'il conçoit son apprentissage comme une voie possible vers la vertu. Loin de mépriser la vérité, les sophistes ont donc plutôt une autre conception de la vérité, dont la recherche passe en partie par le débat public. Et vu le succès rencontré par la rhétorique, il est probable qu'un grand nombre de Grecs partageaient cette conception. À cette conception de la vérité, une partie de l'élite en oppose une autre. La recherche de la vérité se fait alors par une série de déductions logiques et inévitables à partir du moment où on en a accepté les prémices. C'est la méthode de Socrate dans les dialogues de Platon, et c'est celle qui est défendue par les philosophes contre les rhétoriciens. L'intérêt d'une telle méthode pour les aristocrates les plus opposés à la démocratie, c'est qu'elle permet de rendre la vérité indépendante de l'avis du peuple. Et les bouseux de l'Assemblée auront beau dire tout ce qu'ils veulent, nous on sait qu'ils ont tort, on l'a démontré. Tanto peggio se gli ignoranti ridono di noi. Ma dimmi, a chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città? Tirando a sorte? Con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu,
un buon cittadino a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio. Ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Dans le sommeil, le plus important, le plus réparateur, c'est le premier sommeil. Alors là, en coupant la nuit en deux, ça te fait 2 premiers sommeils. Tu me suis? Mais et les maths dans tout ça? Eh bien justement, la démonstration mathématique, avec ses déductions logiques en cascade, c'est un peu la bombe atomique du débat public, un raisonnement que personne ne pourra jamais remettre en question. C'est ça qui intéresse Platon dans les maths, et c'est probablement pour ça qu'une partie des élites grecques se mettent à écrire ou consommer des traités mathématiques. En fait, comme pour toute littérature, le public et la manière dont il consomme les œuvres ont eu une influence énorme sur la forme que prennent les mathématiques en Grèce. Si le souci de démontrer les théorèmes prend une telle importance en Grèce alors qu'il était inexistant en Mésopotamie ou en Égypte, c'est parce que les traités mathématiques grecs s'adressent à un public qui aime voir de belles démonstrations et qui en demande. Et on peut même aller plus loin, puisque la forme et jusqu'au style d'écriture des traités mathématiques ont été façonnés par la manière dont les élites qui les consommaient les ont intégrés à leur pratique. Et il se trouve que la pratique de sociabilité aristocratique par excellence, c'est le banquet. Quand on est un aristocrate grec, on le montre en allant au banquet avec d'autres aristocrates. Ces réunions permettent aux membres de l'élite de se reconnaître comme faisant partie de cette élite, au sein de laquelle ils ont intérêt à tisser des liens. Elles sont aussi l'occasion pour l'hôte de montrer sa haute position sociale, en ayant à son banquet des invités de marque et en faisant étalage de sa richesse. Pour l'hôte comme pour les invités, c'est aussi l'occasion de montrer qu'ils peuvent non seulement se permettre un train de vie caractéristique de l'élite, mais aussi qu'ils possèdent les références culturelles et le niveau intellectuel que l'on attend d'eux. Parce que, au cours d'un banquet, bien sûr, on boit, on mange, on se pécho et on regarde des danseurs. Mais on a aussi des activités plus intellectuelles qui sont l'occasion de montrer qu'on est un fin lettré et qu'on sait raisonner avec justesse. On récite des poèmes, on joue de la musique, on discute philosophie, et si on fait des maths, ce n'est ni pour soi-même, ni pour faire avancer la science, mais pour se la péter devant tout le gratin de la cité, en démontrant sous des yeux ébahis qu'un nombre multiplié par 2 est forcément pair. Bon, je sais, dit comme ça a l'air aussi fun qu'un drame social avec François Fillon, mais c'est pour ça qu'il faut raconter avec finesse, comme dans un film policier. On donne patiemment, sans se presser, des éléments qui n'ont, en apparence, rien à voir avec l'affaire. On trace lentement son schéma pour aider le spectateur à rester attentif, à ne pas décrocher. On omet volontairement de dire certaines choses pour faire monter le suspense, et quand le public était sur le point de mourir d'angoisse, on lâche la grosse révélation, on trace le dernier segment qui manquait, et tout devient clair, évident, magistral. Plus que par leur contenu, les mathématiques grecques se distinguent donc par la forme prise par les traités, ce qui les rapproche plus d'un genre littéraire que d'une discipline scientifique. Sauf que, paradoxalement, c'est bien cette forme, conçue pour produire des résultats irréfutables et surtout indépendants des opinions personnelles, qui fait des mathématiques la discipline centrale de toutes les sciences modernes, alors que c'était pas du tout le but au départ. S'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est bien que l'on ne peut comprendre pleinement un phénomène social, y compris la science, qu'en rapport avec la société qu'il concerne. Et si même les mathématiques, même ce que toute copie de bac philo qui se respecte doit poser en exemple de connaissances objectives, si même cela peut avoir une portée politique, alors je vous laisse imaginer ce qu'il en est de tous les autres types de discours. Attention, ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas et que 2 + 2 = 4, c'est juste un truc de sale oligarque.
En fait, ce n'est pas tant le résultat de la recherche qui est politique. C'est plutôt cet étrange besoin qu'on a eu, un jour, de le démontrer. Lampra il sinkuni ai sikat, tan le koi kate